Bonjour à tous. Excusez-moi d'abord pour ma voix qui était victime des virus de l'hiver. Je suis Marie Laloy, interne en hématologie à Angers. Et avec Hugo Bocadi-Focco et Christophe Ferreira, nous sommes les trois internes qui avons eu la chance de bénéficier de la bourse de la filière MCGRE, nous permettant de nous rendre au congrès de la SH. D'abord, quelques photos de notre ASH. Nous avons été ravis de voir que les maladies du globule rouge, principalement la drépanocytose et la thalassémie, avaient une place importante au congrès cette année. Nous allons commencer par vous parler de la drépanocytose. Le premier message, c'est la place de l'allogreffe comme pierre angulaire du traitement des patients avec une vasculopathie cérébrale dans la drépanocytose qui se confirme avec l'actualisation à 10 ans de l'essai DREPAGREFF. L'essai DREPAGREFF, c'est le premier essai randomisé qui a comparé l'allogreffe au traitement standard chez des enfants qui avaient des vélocités cérébrales anormales au Doppler transcranien. Les enfants drépanocytaires étaient inclus s'ils avaient des vitesses supérieures à 200 cm par seconde au Doppler et ils étaient randomisés dans le bras allogreffe ou traitement standard selon la présence d'un frère ou d'une sœur géno-identique 10/10 pour pouvoir être allogreffés. 67 enfants ont été inclus, 7 avaient déjà un antécédent d'AVC. Les résultats ont déjà été publiés à 1 et à 3 ans avec le critère de jugement principal qui était la vitesse moyenne la plus élevée, qui était significativement plus basse dans le groupe des patients allogreffés, moins 41 cm par seconde par rapport au bras contrôle. Ce que voulaient les auteurs à 10 ans, c'était essayer de rechercher une différence significative sur les performances cognitives des patients et sur leurs lésions ischémiques, ce qui n'avait pas été retrouvé jusque-là. Au total, sur les 67 patients, 35 avaient bénéficié d'une allogreffe. 16 pour le traitement standard, 16 patients étaient toujours sous un régime de transfusion chronique, 16 patients avec un traitement sous hydroxyurée car correction des vitesses cérébrales. Ce qui est intéressant de noter, c'est que 3 patients ont bénéficié d'une greffe haploïdentique alors qu'ils étaient dans le bras standard initialement en raison d'une vasculopathie qui s'aggravait. Pour les allogreffés, il n'y a aucune GVH chronique chez les patients allogreffés en 10/10 et une très légère GVH chez un patient greffé en haploïdentique. Le nombre d'hospitalisations est drastiquement réduit chez les patients allogreffés avec 0,2 hospitalisation en moyenne contre 6 hospitalisations chez les patients dans le bras traitement standard et 30 jours d'hospitalisation en moyenne dans le groupe traitement standard. Les patients allogreffés ne faisaient plus du tout de crise vaso-occlusive et tout cela est significatif. Les sténoses intracrâniennes, elles sont significativement réduites chez les patients allogreffés. Et ce qui est très intéressant ici, qui est nouveau à 10 ans, c'est que les lésions d'ischémie silencieuse, eh bien, il y en a une réduction significative dans le groupe des patients allogreffés. On a 4 patients allogreffés qui ont une disparition de leur lésion d'ischémie silencieuse, alors qu'il n'y en a qu'un seul dans le bras traitement standard. Et de nouvelles lésions ischémiques silencieuses, il n'y en a aucune dans le bras allogreffe contre 5 dans le bras traitement standard. Pour ce qui est des tests cognitifs, il a noté que les patients avec des antécédents d'AVC ont été exclus de l'analyse car trop grande différence en basal sur les tests cognitifs. Tout ne ressort pas en significatif, mais la mémoire de travail et la vitesse de raisonnement sont significativement meilleures chez les patients allogreffés. Qui plus est, et très important, la qualité de vie des patients est significativement améliorée dans le bras allogreffe, que ce soit pour l'école, les liens sociaux et physiquement leur activité qu'ils jugent être normalisés comme des gens qui ne sont pas malades. Donc, le message, c'est vraiment proposer rapidement l'allogreffe aux patients qui ont une vasculopathie cérébrale avec des vitesses moyennes anormales et élevées et ne pas hésiter à proposer une allogreffe haploïdentique chez des patients dont la vasculopathie cérébrale s'aggrave ou qui ne sont pas du tout contrôlés par le traitement. Moi, je vais enchaîner avec l'étude pivot, donc qui est évaluée, qui a fait l'objet d'une communication à la session plénière, et donc qui évaluait l'hydroxyurée chez les patients drépanocytaires hétérozygeux composite ST.
Donc, il s'agissait d'un essai randomisé contrôlé contre placebo en double aveugle. C'est une phase 2 qui s'est déroulée au Ghana. Donc, il voulait inclure 100 enfants et 100 adultes atteints d'une drépanocytose SC, donc avec une inclusion en termes d'âge entre 5 et 50 ans. Et donc, le traitement à l'essai, c'était l'hydroxyurée à une dose de 20 mg kilo contre placebo pendant une durée de 1 an, avec une possibilité d'escalade de dose de l'ACHU à la discrétion du clinicien. Donc, l'objectif principal de l'étude, c'était d'évaluer la toxicité dose dépendante dans chaque bras, avec un cutoff une étude de non-infériorité avec un cutoff a priori fixé à 15%. Et donc, on évaluait donc, les cytopénies, mais également l'augmentation de l'hémoglobine, donc supérieure à 12 grammes par décilitre, ou une augmentation de plus de 1 gramme par décilitre par rapport au baseline. Et l'objectif secondaire, c'était d'évaluer l'impact biologique, mais également les effets indésirables, cliniques, notamment CVO, hospitalisation ou encore les accès palustres. Donc le flowchart, alors désolé pour la qualité, donc il y avait 243 patients qui étaient éligibles à l'étude, 214 qui ont été randomisés, donc 107 dans le bras hydroxyuré et 107 dans le bras placebo. Et donc 96 patients ont complété l'étude, 12 mois de traitement dans le groupe hydroxyuré. À noter qu'un patient est décédé dans le groupe hydroxyuré et 102 patients ont complété l'étude dans le bras placebo. Donc, les caractéristiques cliniques à l'inclusion, donc on voit bien sur la colonne de gauche, donc les enfants, mais également les adultes, avec des groupes qui sont assez équilibrés. Donc, chez l'enfant, une prédominance plutôt masculine, tandis que chez l'adulte, c'est plutôt équilibré, une moyenne d'âge de 9 ans chez l'enfant et 35 ans chez l'adulte. En termes d'antécédents médicaux, donc sur le plan vaso-occlusif, environ 70%, 70-80% des enfants avaient des antécédents de crise vaso-occlusive contre plus de 95% chez l'adulte. Et quand on regarde en termes d'hospitalisation, donc le cutoff c'est entre 1 et 5 hospitalisations par an. Donc plus de 80% des enfants avaient eu ce nombre d'hospitalisations dans l'année passée contre 35% chez l'adulte. Donc les caractéristiques biologiques, donc chez l'enfant, on avait une hémoglobine moyenne de 10 grammes, 10,5 grammes par décilitre, tandis que chez l'adulte, on était plutôt aux alentours de 11,5 grammes. En termes d'hémoglobine fétale, c'était des choses, plutôt 3% chez l'enfant et 2% chez l'adulte. Après, le reste des autres variables biologiques étaient plutôt équilibrées. Donc, l'objectif principal, donc la toxicité biologique. Donc, on voit que donc là, c'est enfants et adultes confondus. Donc, sur les 107 patients traités dans le groupe hydroxyuré, on voit que 33% présentaient une toxicité contre 11% dans le groupe placebo. Donc, essentiellement des thrombopénies, des neutropénies, mais également une augmentation de l'hémoglobine. Et donc, il y avait une différence significative avec un écart de 22%. Donc, en tout cas, l'essai de non-infériorité n'est pas atteint. Quand on regarde le endpoint clinique, donc sur la vaso-occlusion, on voit qu'il y a une réduction dans le groupe hydroxyuré de 62% du risque de crise vaso-occlusive chez les patients traités par hydroxyurée. Et c'est également significatif en termes d'hospitalisation, puisqu'on voit le risque relatif à 0,42. Donc enfants et adultes confondus. Pas d'effet sur les accès palustres. Donc, en conclusion, donc cet essai de non-infériorité n'a pas atteint son objectif principal, puisque l'ACHU à 20 mg kg chez les patients de drépanocytose RSC est associé à une toxicité biologique. Cependant, il est également associé à une réduction du nombre de crises vaso-occlusives et d'hospitalisation, que ce soit chez l'enfant et chez l'adulte. À noter que l'ensemble des cytopénies qui ont été mises en évidence étaient, dans l'immense majorité des cas, asymptomatiques, transitoires et réversibles. Et donc, il y a un essai de phase 3 à venir. À mon tour, pour vous parler des nouveautés, des nouvelles données du côté de la thérapie génique. D'abord, je vais vous parler de l'hexagamblocène autotemcel, Hexacel, qui est un traitement, un médicament de thérapie génique approuvé pour les patients de plus de 12 ans qui présentent une bêta-thalassémie transfusodépendante ou une drépanocytose avec des crises vaso-occlusives récurrentes. Et donc là, je vais vous parler de l'actualisation d'essais de phase 3 CLIMB-TAL et CLIMB-SCD. Hexacel, le principe de fonctionnement, c'est un prélèvement de cellules souches autologues par aphérèse et une édition ex vivo d'CD34 par CRISPR-Cas9. La CRISPR-Cas9 va cibler BCL11A, qui est le facteur de transcription qui réprime la production des chaînes de gamma-globine. Et en
en inhibant l'érythroïde enhancer régime de BCL11A, on va rétablir une production de chaîne de gamma-globine et donc d'hémoglobine fétale, dont on sait que la présence améliore le phénotype des patients. À gauche, pour les thalassémies transfusion dépendantes, donc les CCLIME-TAL, le critère de jugement principal était l'indépendance transfusionnelle pendant pendant 12 mois consécutifs ou plus, avec plus de 9 grammes par décilitre d'hémoglobine. Cet objectif a été atteint chez 53 des 54 patients inclus, parfois avec un délai assez important, jusqu'à 14 mois entre le traitement et l'apparition de l'indépendance transfusionnelle. On a une médiane de durée sans transfusion de 34 mois, la plus longue étant 60 mois, et la ferritine diminuée avec un arrêt de traitement chélateur chez près de 50% des patients. On obtenait une hémoglobine médiane à 12 grammes par décilitre avec la présence d'HbF dans 95% des érythrocytes. Pour les patients drépanocytaires, avec le même traitement, dans l'essai, le critère du jugement principal était l'absence de crise vaso-occlusive pendant 12 mois consécutifs ou plus. 39 des 42 patients évaluables ont atteint cet objectif avec une médiane de 39 mois sans crise. Les patients qui n'ont pas atteint la VF12 avaient néanmoins une réduction tout de même de leur crise vaso-occlusive. On retrouve un taux d'HbF à 40% à 6 mois, une hémoglobine médiane à 12 grammes par décilitre, une correction des marqueurs d'hémolyse. Que ce soit pour la thalassémie ou la drépanocytose, on a une proportion d'allélidité qui est stable et une efficacité sur tous les génotypes présentés par les patients et une amélioration des échelles de qualité de vie. Deuxième traitement de thérapie génique, actualisation de phase 2 et de phase 3 qui évaluait le Lovocel dans la drépanocytose. Le mécanisme d'action du Lovocel, ce sont toujours une aphérèse avec prélèvement des cellules CD34+ des patients qui sont transfectées ex vivo par un vecteur lentiviral qui va induire une mutation dans le gène codant pour les chaînes de bêta-globine. La substitution d'un acide aminé va être à l'origine de la formation d'HbA T87Q, qui a les mêmes propriétés que l'HbA, si ce n'est qu'elle est anti-polymérisation de l'HbS, qui a été retrouvée dans des études préalables. Dans cet essai, les patients adultes et pédiatriques étaient inclus, et le critère de jugement principal était la résolution complète en crise vaso-occlusive. En parallèle, les auteurs menaient des études pharmacocinétiques pour essayer de savoir s'il y avait la possibilité de prédire la rémission sur les crises avec le taux d'HbA T87Q. 38 patients inclus, 87% presque atteignent la réponse avec une disparition des crises vaso-occlusives, y compris les sévères. Plus chez les patients qui avaient moins de 10 crises par an, parce qu'on connaît les mécanismes complexes de la douleur avec la chronicisation. Et puis chez tous les patients pédiatriques, on atteignait cet objectif, avec, comme je vous le disais, un impact du nombre de crises précédant le traitement sur la résolution des crises. Pour ce qui est de la prédiction de la réponse durable par le taux d'HbA 87Q, à 6 mois, les auteurs peuvent prédire la réponse, mais avec un taux corrélé à la réponse, mais avec un autre ratio qui reste assez faible à 1,09. Et donc, ça reste à creuser. Pour eux, un taux supérieur à 33% de cette hémoglobine serait corrélé à la réponse. Je vais passer sur celle-ci pour présenter le temps. Je passe. Bonjour à tous, Hugo Bocadi-Foucault, interne de médecine interne à Marseille. Je vais vous présenter deux études qui nous semblaient pertinentes. La première, l'étude Hibiscus, une phase 2 qui évaluait l'étavopivat dans la drépanocytose. Donc, très rapidement, l'étavopivat, c'est un activateur de la pyruvate kinase qui va avoir deux objectifs, augmenter la production d'ATP et donc améliorer l'intégrité membranaire, et diminuer la polymérisation de l'hémoglobine S en augmentant l'affinité de l'hémoglobine à l'oxygène par la diminution du 3-DPG. Cette étude a fait suite à des données préliminaires de phase 1 qui avaient montré une augmentation rapide de l'hémoglobine et soutenue de l'hémoglobine et une diminution des marqueurs d'hémolyse chez des patients traités par étavopivat. Le design de l'étude,
Globalement, les auteurs ont inclus des patients âgés entre 12 et 65 ans, de tout génotype, avec une hémoglobine entre 5,5 et 10,5, et des patients qui avaient fait entre 2 et 10 CVO dans les 12 mois précédant l'inclusion, avec un traitement à baseline stable dans les 3 à 12 derniers mois selon le type de traitement de fond. Les patients étaient randomisés selon 3 groupes, un groupe étavopivat 200 mg, un groupe étavopivat 400 mg et un groupe placebo. Et le suivi était réalisé pendant 52 semaines en double aveugle. Les critères de jugement principaux, le premier était le taux de CVO annualisé à 52 semaines et le deuxième était le taux de réponse à l'hémoglobine à 24 semaines qui était défini par l'augmentation de l'hémoglobine de plus de au moins 1 gramme par rapport à l'hémoglobine de base. Les critères de jugement secondaires étaient la variation des marqueurs de l'hémolyse à 24 semaines, la variation de l'hémoglobine à 52 semaines à la fin du suivi par rapport à l'hémoglobine de base, le délai de survenue de la première CVO par rapport à l'inclusion et l'évaluation de la fatigue par le score PROMIS à la fin du suivi à 52 semaines. Les données de sécurité étaient également enregistrées. Donc, les auteurs ont inclus 300 patients et ils ont mené des analyses en intention de traiter, mais également en per protocole. À baseline, les patients étaient globalement comparables dans les différents groupes, avec en moyenne 3 CVO dans l'année précédant l'inclusion, une moyenne d'hémoglobine entre 8 et 9 dans les 3 groupes, et une majorité de patients qui étaient drépanocytaires SF. À l'inclusion, la majorité des patients étaient traités par hydroxyurée dans les 3 groupes. Concernant les résultats, sur le critère de jugement principal qui était le taux de CVO annualisé, on voit une tendance à la réduction du nombre de crises sous traitement qui n'était pas significative en intention de traiter, mais qui le devenait en per protocole, avec une tendance qui était également confirmée, mais non significative, sur le délai de survenue de la première crise après l'inclusion sous traitement qui semblait retardé. Concernant le critère de jugement principal sur la réponse sur le taux d'hémoglobine, de la même manière, on voyait que les patients traités semblaient répondre sur l'augmentation de leur hémoglobine, avec près de 40% des patients traités par étavopivat 200 mg par jour qui avaient une augmentation de au moins 1 point d'hémoglobine par rapport à baseline, et près de 25% des patients pour le groupe étavopivat par rapport au groupe placebo qui était plutôt autour de 10%, mais ces résultats étaient encore une fois non significatifs. Sur les données d'hémolyse, on retrouvait également une réduction des marqueurs d'hémolyse sans que cette réduction ne soit significative. Et sur le score de fatigue, de la même manière, on retrouvait une amélioration du score de fatigue sous traitement sans que ces données ne soient significatives. Concernant les données de sécurité, il n'y avait pas d'événement indésirable majeur, excepté un patient qui avait présenté une grosse cytolyse hépatique qui avait nécessité l'arrêt du traitement d'étavopivat 200 mg, et un autre qui avait vu son hémoglobine décroître au traitement, mais il ne me semble pas qu'ils avaient arrêté le traitement. Il y avait eu 2 autres événements cliniques graves, un AVC et une embolie pulmonaire, mais elles n'étaient pas imputables a priori au traitement. Donc, en conclusion, malgré l'absence de significativité statistique, l'étavopivat semble montrer une tendance à la réduction du taux de CVO annualisé et à l'augmentation du délai de survenue de la première crise, et également à une amélioration de l'hémoglobine et une amélioration de la fatigue. Mais ces études, ces résultats, il faut qu'ils soient confirmés. Et c'est pour ça que les auteurs proposent une phase 3 avec, de manière un peu surprenante, le choix d'utiliser une dose à 400 mg par jour d'étavopivat, alors que les données de la phase 2 semblaient plutôt plus probantes avec 200 mg. Les auteurs qui étaient présents à l'âge justifiaient ce choix plutôt par des données de pharmacocinétique qu'ils ne nous ont pas détaillées. La deuxième étude que je vais vous présenter, c'est l'étude ACHIEVE, qui étudie l'association hydroxyurée et EPO dans la drépanocytose. C'est une phase 1b2. C'était une étude bicentrique ouverte et qui comportait 16 patients adultes de génotype SS ou S-bêta-0 et qui étaient tous traités par hydroxyurée depuis au moins 3 mois à une dose stable. Les patients devaient être anémiés avec une anémie de au moins 9 grammes par décilitre. Ils ne devaient pas avoir été transfusés récemment, ils ne devaient pas être traités par Voxelotor et ils ne devaient pas avoir eu de CVO récente. Les autres critères d'exclusion étaient les insuffisances rénales chroniques dialysées, la carence martiale non traitée, l'HTA sévère,
la thrombose récente, l'angor instable et les néoplasies actives. Concernant le design de l'étude, donc les patients étaient screenés, puis inclus dans l'étude. Il y avait un protocole d'escalade de l'EPO sur 12 semaines, avec une majoration de l'EPO tous les mois, et un protocole de décroissance de l'EPO selon différents critères qui sont détaillés en bas à droite de la diapo, hein, qui étaient si l'hémoglobine montait trop vite ou trop haut, s'il y avait l'apparition d'effets secondaires sévères ou s'il y avait une recrudescence des douleurs et notamment des CVO. Le critère de jugement principal était la réponse sur l'hémoglobine, définie comme une augmentation de au moins 1 gramme par décilitre de l'hémoglobine par rapport à l'hémoglobine de base. Et ce critère est évalué à 12 semaines. Je passe assez vite sur le flowchart. Globalement, les données à baseline sont des données assez classiques de drépanocytose, des patients jeunes, 30 ans en moyenne, tous de génotype SS, traités par hydroxyurée à des doses standards avec une moyenne de 22,6 mg/kg par jour d'HU et des patients assez anémiés parce qu'une moyenne d'hémoglobine à 7,4 à baseline. Sur le critère de jugement principal, on voit que 93% des patients ont répondu au traitement avec une augmentation de au moins 1 point d'hémoglobine par rapport à leur hémoglobine de base à 12 semaines. Ce qu'on voit, c'est que cette augmentation de l'hémoglobine, elle est extrêmement rapide, elle est assez marquée. Rapide parce que dès 2 semaines de traitement, on voit que la moyenne d'augmentation de l'hémoglobine est de 1 point. Et marquée parce qu'à 12 semaines, la moyenne de l'augmentation de l'hémoglobine est plutôt aux alentours de plus 3 points d'hémoglobine. Sur l'étude en sous-groupe des patients insuffisants rénaux, avec la réserve qu'il n'y avait que 3 patients insuffisants rénaux, on voit que l'augmentation de l'hémoglobine semble plus marquée, avec une augmentation de près de 4 points en moyenne à 12 semaines. Par ailleurs, il y avait une diminution des marqueurs de l'hémolyse sous traitement et une augmentation de l'HbF et une diminution de la ferritine sous traitement. Les données de sécurité étaient globalement rassurantes, avec aucun effet secondaire qui était attribué directement au traitement par EPO. Donc, je passe le détail. En conclusion, on sait que l'anémie dans la drépanocytose, on a peu d'options, des traitements assez limités, surtout depuis le retrait du voxelotor. On sait que ça a un impact sur la qualité de vie et notamment sur les complications chroniques d'organes. Donc, cette étude, elle offre des pistes parce qu'on voit qu'il y a une augmentation marquée de l'hémoglobine sous bithérapie EPO, HU, avec un profil de sécurité qui semble satisfaisant. Il va falloir faire des analyses supplémentaires, évidemment. Elles sont en cours pour évaluer l'effet clinique sur le nombre de CVO, sur la survenue de complications chroniques, sur la qualité de vie. Et a priori, les auteurs de l'étude avaient l'air de dire que tout ça était en cours. Donc, je vais enchaîner sur toute autre chose, puisque je vais vous présenter une étude de prévalence qui a fait l'objet d'une communication orale. Donc, qui a évalué donc, la prévalence des AVC dans une cohorte de patients drépanocytaires adultes. Donc, un petit peu d'introduction. Hein. Donc, dans la littérature est assez pauvre sur la prévalence, l'étiologie et la morbimortalité des AVC chez l'adulte. Autant c'est plutôt bien décrit chez l'enfant et on commence à avoir pas mal de recul, autant chez l'adulte c'est plutôt pauvre. Et on dispose seulement de plusieurs études de prévalence, mais par pays et encore par centre de référence. L'étude la plus récente, c'est l'étude de Katowski, publiée dans la JH en 2019, où il a montré qu'il y avait une prévalence de 2,1% d'AVC, mais avec, comme vous le voyez, comme une moyenne d'âge de 14 ans, avec un range entre 4 et 29 ans, après donc l'ère post-étude stop. Donc, l'objectif primaire de l'étude que je vais vous présenter, c'était de déterminer la prévalence de l'AVC dans une population d'adultes drépanocytaires suivie dans un centre de référence. Et l'objectif secondaire, c'était de décrire le type, l'étiologie, le traitement, ainsi que l'impact fonctionnel à long terme de l'AVC. Donc, comme je vous le dis, il s'agit d'une étude rétrospective qui a été réalisée au CHU de Montréal entre 2011 et 2023, qui inclut uniquement des patients drépanocytaires adultes, tout génotype confondu. Et donc, le critère de jugement principal, c'était la survenue d'un AVC, donc la définition que tout le monde connaît, hein, soit un infarctus cérébral ou une hémorragie intracrânienne objectivée à l'imagerie cérébrale, avec un déficit neurologique qui concorde avec l'atteinte localisée à l'imagerie. Et ensuite, pour le retentissement fonctionnel, ils ont utilisé des échelles là encore que tout le monde connaît, la NIHSS, la MRS ou encore le MOCA. Donc, ils ont inclus 450 patients sur la période d'intérêt, donc avec une prédominance féminine, une moyenne d'âge de 30 ans,
En termes de génotype, environ la moitié des patients étaient homozygotes SS et 40% des patients étaient hétérozygotes composites SC. 2 tiers des patients bénéficiaient d'un traitement par hydroxyurée, 15% des patients avaient un programme transfusionnel en cours. Et donc, à noter qu'il y a seulement 40% des patients qui étaient suivis dans un centre expert pédiatrique avant. Donc, le résultat principal, c'est qu'ils ont montré qu'il y avait une prévalence de 3,6%. Donc 16 patients développaient un AVC sur les 450 inclus, avec une moyenne d'âge de 36 ans. On voit qu'il y avait une nette prédominance féminine, 11 femmes pour 5 hommes. En termes de dichotomie, on a une majorité d'AVC ischémiques, donc avec 10 AVC ischémiques et une moyenne d'âge de 25 ans, contre 6 AVC d'étiologie hémorragique, avec un âge médian qui est plus âgé, 20 ans plus tard, donc de 45 ans. À noter que 3 adultes ont présenté au moins une récidive d'AVC. Lorsqu'on regarde un petit peu la répartition de ces AVC selon le génotype et selon la classe d'âge, donc confronté avec le faible effectif de l'étude, hein, il n'y a pas de différence, en tout cas, entre le génotype et le type d'AVC présenté. Et quand on regarde la classe d'âge, là encore, on voit que globalement, avant 30 ans, c'est essentiellement des AVC ischémiques. Et après 30 ans, on a des AVC ischémiques, mais également hémorragiques. Maintenant, lorsqu'on s'intéresse aux étiologies de ces AVC, ça c'est plutôt intéressant. Dans les AVC ischémiques, on voit que 30% de ces AVC étaient d'étiologie cardio-embolique. 20% sont survenus au décours d'une crise vaso-occlusive et quand même 30% de ces AVC sont d'étiologie indéterminée. Et quand on regarde les AVC hémorragiques, donc là c'est quelque chose de plutôt classique qu'on connaît, plus de 80% de ces AVC étaient secondaires à une rupture d'anévrisme. Maintenant, quand ils ont décrit la prise en charge thérapeutique, donc lors de la phase aiguë, donc sur les 10 AVC ischémiques, aucun n'ont bénéficié d'une thrombolyse, d'une thrombectomie. Alors pour plusieurs raisons, essentiellement parce qu'on était hors délai pour 5 patients, soit parce que c'était refusé par patient ou les données n'étaient pas disponibles. Et pour les hémorragies intracrâniennes, donc essentiellement un traitement endovasculaire ou encore une intervention chirurgicale. Et seulement 3 patients ont bénéficié d'échanges transfusionnels dans les 24 heures qui ont suivi la phase aiguë. Donc, lorsqu'on regarde la prise en charge thérapeutique après la phase aiguë, donc là, on retrouve quelque chose de plutôt classique. Donc, 13 patients sur les 16 ont été mis en programme d'échange transfusionnel. 11 de ces 16 patients ont bénéficié d'un traitement par hydroxyuréa en cours et 10 patients ont été traités par antiplaquettaire. Et donc, lorsqu'on regarde un petit peu l'impact fonctionnel, sur le dernier follow-up qui a été relevé, il y avait quand même 9 patients qui présentaient un déficit neurologique résiduel avec un score de MRS moyen de 2. Il y avait 7 patients qui étaient incapables de travailler après cet AVC et une médiane de score de MoCA à 20, sachant qu'on considère le cutoff c'est 26, en dessous de 26 pour dire qu'il est pathologique. Donc cette étude a montré, enfin en tout cas a prouvé le fait que la prévalence de l'AVC chez l'adulte drépanocytaire reste élevée et surtout gravée d'un retentissement fonctionnel majeur. On insiste sur l'importance du dépistage de la drépanocytose. En plus, c'est quelque chose qui est plutôt à la mode actuellement, puisque deux diagnostics d'AVC, de drépanocytose, ont été faits au cours de la phase aiguë de l'AVC. Et dernière chose, très importante, il faut vraiment s'attacher à essayer de trouver la cause, l'étiologie de cet AVC, puisque comme je vous l'ai dit, dans les AVC ischémiques, il y a 30% de ces AVC dont l'étiologie reste indéterminée. Je vais poursuivre avec une étude différente, donc, qui regarde l'évaluation de la fonction rénale selon le génotype des marqueurs de dysfonction endothéliale chez les patients drépanocytaires qui présentent un variant APOL1 à haut risque. Donc, quelques données. Vous savez que la néphropathie chronique drépanocytaire affecte environ 30% des patients et qu'elle est affectée à une mortalité qui reste élevée. Et lorsque les patients drépanocytaires présentent une albuminurie, c'est associé à un déclin beaucoup plus rapide du DLG. Donc, des études récentes ont montré que le fait de présenter un polymorphisme pour APOL1 haut risque, donc qui est défini par l'homozygosie G1, homozygosie G2 ou hétérozygote G1, G2, était associé à un développement d'une albuminurie qui était beaucoup plus précoce. Et des études un petit peu plus expérimentales ont montré que l'endothéline 1, qui est un biomarqueur en fait synthétisé par les cellules endothéliales, était élevé dans un modèle murin de drépanocytose, et que l'endothéline 1 est le plus puissant vasoconstricteur endogène que l'on connaisse. Et que dans ce modèle murin, le fait de donner des antagonistes du récepteur endothéline permettait de diminuer le niveau d'endothéline 1, mais également la dysfonction rénale. Donc, le but de cette étude, c'était de déterminer si les patients drépanocytaires qui présentent un génotype APOL1 à haut risque
et une endothéline plasmatique 1 était élevée, présentait le fait d'un risque plus important de développer une albuminurie précoce. Donc pour cela, ils ont inclus des patients drépanocytaires qui issus de la cohorte à l'hôpital Saint-Jude. Donc bien entendu, inclus uniquement si ils avaient un variant apoaliant à haut risque. Et le critère de jugement principal, c'était le temps nécessaire pour développer le premier épisode d'albuminurie, qui était défini par un cutoff à 30 mg par litre. Donc dans leur cohorte, ils avaient 324 patients. Donc en ce qui concerne le génotype SS et S-bêta 0 thalassémie, 35% de ces patients ont développé une albuminurie, avec un temps moyen d'apparition de 13 ans. Et pour les génotypes SC ou S-bêta+, 17% ont développé une albuminurie avec un temps moyen de 14 ans. Donc là, désolé pour la qualité des courbes ROC. Je vais juste vous demander de me croire. Donc, quand on regarde la courbe rose, donc là, vous voyez oui, la souris, donc c'est les patients drépanocytaires SS, S-bêta 0, qui ont un variant apoalant à haut risque. Et quand on regarde la courbe rouge, juste en dessous, c'est les patients drépanocytaires SS ou S-bêta 0 qui sont wild type pour l'apoalant. Et la courbe bleu clair, bleu turquoise, là, c'est les patients SC ou S-bêta+, qui sont à haut risque pour l'apoalant. Et donc, ces courbes sont ajustées sur l'âge, le sexe et la prise d'hydroxyurine. Ensuite, ils ont regardé, du coup, ils ont biobanqué, ils avaient sur les 324 patients que je vous ai présentés, il y en a 169 pour lesquels ils disposaient d'une biobanque où ils ont évalué plusieurs marqueurs, donc l'endothéline 1, l'interféron, l'IL-17 ou le SFLT, qui est également un marqueur de dysfonction endothéliale. Et ils ont montré que les patients qui présentaient le génotype apoalant à haut risque, associé à une endothéline 1 plasmatique très élevée, c'était deux facteurs en fait indépendants qui étaient associés à un temps de développement d'une albuminurie beaucoup plus précoce. Et il n'y avait pas d'association avec les autres biomarqueurs, l'interféron, l'IL-17 ou le SFLT. Donc en conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est que les patients SC ou S-bêta+, qui ont un variant apoalant à haut risque, ils développent, en termes de temporalité, une albuminurie qui est identique à celle des patients SS ou S-bêta 0 qui n'ont pas le variant apoalant à haut risque. Les patients drépanocytaires qui présentent un taux d'endothéline 1 qui est très élevé, ils développent une albuminurie qui est plus précoce que ceux qui n'ont pas ce niveau d'endothéline 1 élevé. Donc, j'insiste sur le fait de dépister, de screener la maladie rénale chronique dans la population drépanocytaire. Et donc, vont arriver des études, puisqu'il y a des études là un petit peu préliminaires, sur l'intérêt des bloqueurs de l'endothéline 1 chez ces patients. Concernant la thalassémie, je vais vous présenter la principale étude qui est parue à l'ASH et qui était assez attendue et qui a fait sensation. C'était l'étude Energize-T, une phase 3 qui évaluait le mitapivat dans la thalassémie transfuso-dépendante. Un tout petit rappel, je vous remets les courbes de survie globale et les courbes de survie sans complications de la thalassémie dans les cohortes de patients en fonction de leur âge. Donc, on voit qu'il y a une amélioration de ces courbes, très certainement liée aux stratégies de transfusion et à la mise en place de la chélation en fer. Cependant, encore aujourd'hui, les patients thalassémiques restent quand même d'énormes consommateurs de soins et ont une qualité de vie altérée, notamment en lien avec la surcharge martiale. Donc, des stratégies ont été proposées pour essayer d'améliorer ces patients. Et l'une d'entre elles était d'essayer d'améliorer le métabolisme du globule rouge, notamment via le mitapivat. Donc, je ne redétaille pas le mécanisme d'action qui est assez proche de celui de l'étavopivat que je vous ai présenté juste avant, à savoir un activateur de la pyruvatinase. Donc, cette étude, voici le design. Les auteurs avaient inclus des patients adultes qui présentaient une thalassémie transfusion dépendante avec tout type de génotype. Donc, à la fois des bêta-thalassémies, mais également des alpha-thalassémies, des alpha-bêta-thalassémies ou des HBE-bêta-thalassémies. Et ces patients pouvaient être traités par hydroxyurée tant que la dose d'hydroxyurée qu'ils avaient était stable dans les 16 semaines avant la randomisation. Les critères d'exclusion étaient une antériorité de traitement par thérapie génique ou par allogreffe, une maladie drépanocytaire associée ou un trait drépanocytaire, et le fait d'être traité par luspatercept ou par EPO ou équivalent. La randomisation a été faite en 2 pour 1 et a été stratifiée sur le génotype et sur les régions géographiques d'inclusion. Donc, on avait 2 groupes, un groupe mitapivat
100 mg 2 fois par jour et un groupe placebo. Et le suivi était fait sur 48 semaines en double aveugle. À 48 semaines, on a eu la levée de l'aveugle et tous les patients étaient ensuite traités par mitapivat pour avoir des données de sécurité à long terme sur au moins 5 ans. Concernant les critères de jugement principal et secondaire, le critère de jugement principal était la réponse sur la réduction transfusionnelle qui était définie par une réduction de au moins 50% du besoin transfusionnel, à savoir en gros, du nombre de kilos globulaires fournis et d'une réduction de au moins 2 kilos sur une période consécutive de 12 semaines parmi les 48 semaines de suivi. Les critères de jugement secondaire étaient plus stringents avec, d'une part, le fait d'avoir cette même réduction de au moins 50% des besoins transfusionnels, mais cette fois-ci sur 24 semaines consécutives et non sur 12 semaines. Un autre critère de jugement était le fait d'avoir une réduction de 1/3 du support transfusionnel sur une période fixée de 36 semaines, entre la 13e et la 48e semaine, pardon. Et le dernier critère de jugement secondaire était le fait d'avoir une réduction d'au moins 50% du besoin transfusionnel sur cette même période de 36 semaines, entre la 13e et la 48e semaine. L'évaluation de l'indépendance transfusionnelle était également réalisée. Elle était définie comme une période de au moins 8 semaines sans transfusion. Et les données de sécurité étaient également enregistrées. Ça, c'est une autre manière de visualiser les critères de jugement qui ne sont pas si simples à concevoir. Le flowchart, donc 305 patients ont été screenés, 258 ont été randomisés en 2 pour 1. Et voici les résultats. Donc, on voit que près de 30% des patients traités atteignent le critère de jugement principal, à savoir une réduction de au moins 50% de leurs besoins transfusionnels et une réduction de au moins 2 kilos globulaires en moins sur une période consécutive de 12 semaines, par rapport à 12% dans le groupe placebo. Sur les critères de jugement secondaire, donc plus sélectifs, on voyait que près de 14% des patients avaient une réduction de au moins de 50% de leurs besoins transfusionnels sur cette même période sur une période de 24 semaines et non de 12 semaines consécutives. 14% des patients avaient également une réduction de 1/3 de leurs besoins transfusionnels sur une période de 36 semaines entre la 13e et la 48e semaine. Et 7% des patients avaient une réduction de au moins 50% de leurs besoins transfusionnels sur cette période de 36 semaines. À noter que 10% des patients avaient atteint l'indépendance transfusionnelle comme elle était définie, à savoir une période de 8 semaines sans transfusion, et que 3 des patients qui avaient atteint l'indépendance transfusionnelle l'avaient atteint en toute la durée du suivi, à savoir 48 semaines. Sur les données de sécurité, globalement, le mitapivat était plutôt bien toléré, avec peut-être un petit signal, une augmentation du nombre de céphalées et d'insomnie sous traitement. En conclusion, on voit qu'il y a une réduction significative du support transfusionnel sous traitement par rapport au placebo, que certains patients transfuso-dépendants arrivent même à devenir transfuso-indépendants et que le traitement semble plutôt bien toléré. Et je voulais faire un tout petit point sur une étude un peu satellite qui est très notable aussi. Donc, c'est l'étude Energize, dont les données ont été également présentées et qui évaluait le mitapivat, cette fois-ci dans la population thalassémique non dépendante des transfusions. Et les résultats étaient également très probants avec une amélioration de l'hémoglobine, une réduction du support transfusionnel et une amélioration du score de fatigue. Moi, je vais vous parler des autres pathologies rares du globule rouge. Rapidement, on en a déjà un petit peu parlé ce matin. Je vous présentais URADAR, qui a fait l'objet d'une communication orale. C'est une base de données européenne pour les anémies ultra rares qui a été créée. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que devant la rareté de ces pathologies, les patients sont très peu inclus dans les essais cliniques et qu'on ne peut pas du coup leur proposer de nouvelles options thérapeutiques. Avec le registre européen RADNIP et EuroBloodNet, les données descriptives de toutes les pathologies qui sont regroupées ici ont été recensées. Vous avez la carte des pays qui ont participé avec le nombre de centres, l'âge des patients, est-ce qu'il y avait une confirmation génétique de la pathologie, est-ce qu'ils étaient dépendants des transfusions, est-ce qu'ils étaient splénectomisés. Est-ce qu'il persistait une anémie qui était définie par moins de 11 grammes par décilitre s'ils n'étaient pas transfusés? Et puis, on essayait de rechercher si les patients avaient des critères d'exclusion habituels des essais cliniques.
Grâce à ce registre, 5623 patients ont pu être inclus. Vous avez le descriptif ici. Je ne vais pas revenir sur les données, mais on a notamment les données des patients qui restent anémiés après la splénectomie, des choses comme ça, ce qui sont très intéressantes. Et puis ce qu'on peut voir aussi, c'est que 2 tiers des patients sont perdus de vue à l'âge adulte. Ça, c'est une donnée intéressante. Un exemple de l'intérêt de regrouper ces patients, c'est un poster qui rapportait les résultats de l'étude Satisfy, une phase 2 européenne qui évaluait le mitapivat chez les patients atteints de sphérocytose héréditaire, de stomatocytose héréditaire et de dysérythropoïèse congénitale de type 2. Le mitapivat, on en a parlé, c'est un activateur allostérique de la pyruvate kinase qui augmente la glycolyse et donc l'ATP disponible à l'érythrocyte et diminue le 2,3-DPG permettant une meilleure affinité pour l'oxygène. Pourquoi est-ce que ces 3 pathologies ont été rassemblées? Parce qu'il y avait des similitudes cliniques entre elles et que pour des anomalies de la membrane dans les dysérythropoïèses congénitales de type 2 et que peu d'options thérapeutiques en dehors de la splénectomie leur étaient proposées. De plus, une baisse de l'activité pyruvate kinase avait été retrouvée dans des études préalables dans les sphérocytoses héréditaires. Les adultes étaient inclus s'ils étaient anémiés, avec moins de 11 grammes par décilitre pour les femmes et moins de 13 grammes par décilitre pour les hommes. L'escalade de dose du mitapivat était la suivante: 4 semaines à 50 mg x 2 par jour, puis 100 mg x 2 par jour. Ce sont 18 patients qui ont complété l'escalade de dose, 12 de sphérocytose héréditaire, 4 dysérythropoïèse congénitale de type 2 et 2 stomatocytose héréditaire. 61%, 11 sur 18, ont rempli le critère d'efficacité de cette phase 2, qui était l'augmentation de l'hémoglobine de plus d'1 gramme par décilitre. Parmi eux, il y avait 10 sphérocytoses et une CDA2, pas de stomatocytose. On avait une baisse significative des marqueurs d'hémolyse. Il n'y avait pas de toxicité limitante du mitapivat retrouvé chez les patients. Donc voilà, donc ça c'était vraiment pour vous montrer l'intérêt de regrouper les patients. Et puis je vous remercie pour votre attention. Le mitapivat sera inclus bien sûr en phase 3 pour les anémies rares. Merci beaucoup.